Hey, bienvenue à Inspiration aujourd'hui pour une 20e fois, Isaïe, un autre chiffron. Eh oui, 20e épisode. La dernière fois qu'on a eu un chiffron, on avait eu Louis Morissette. Louis Morissette, puis comme on vous a dit dans le 19e épisode, d'habitude, les chiffrons, on prend pas ça à la légère. Fait que je pense que notre invité aujourd'hui va répondre aux Aux attentes, attentes, ouais, ouais. aux attentes qu'on a mises dans l'épisode numéro 19. Juste avant de l'introduire, on va remercier nos commanditaires. Aujourd'hui, ça fait 20 épisodes, donc je veux quand même mentionner le fait qu'on a eu des super commanditaires depuis déjà le 4e épisode. Le restaurant canadien, le Vieux Saint-Charles, Laurent Proulx, merci d'avoir été là au début quand pas grand monde croyait en notre projet. Sinon, après, le Centre du pneu Patrie, merci de nous avoir encouragés à un moment que c'était vraiment important puis qu'on voulait avoir le nom de domaine inspiration.com. Maintenant, notre commanditaire depuis plusieurs épisodes, Isaïe. De Roman Music, on les remercie beaucoup. C'est grâce à eux qu'on peut avoir l'équipement audio nécessaire. Donc, allez les encourager comme ils nous encouragent. Allez acheter tous vos instruments, tout votre système sonore. En ces périodes difficiles, allez encourager Drummond Music. Yes. Puis juste avant de commencer, aujourd'hui, on a un petit commanditaire qui s'est faufilé par malheur. On ne se le cachera pas. Là, lors du 19e épisode, on a eu un gros problème de connexion Internet là, de notre côté. Là, c'était vraiment pas la faute de Maxime. Malheureusement, de notre côté, le Wi-Fi a complètement dit qu'il était temps d'aller se coucher après 1h05 de podcast. Donc, maintenant, aujourd'hui, on enregistre l'épisode chez Lambert Ressources Humaines qui nous fournit ses locaux pour exploiter leur connexion Internet de feu. Donc, maintenant aussi, avant juste de commencer, on vous rappelle la plateforme du plan de match. Ça se situe au www.inspiration.com. 7 rédacteurs qui écrivent sur 7 sports différents, dont Isaïe et moi sur le tennis et le basket. On en a 2 nouveaux, comme on vous a signalé dans les 2 derniers épisodes, en Charles et Louis-David avec le soccer et le hockey. Donc, prêt à commencer, Isaïe? Certainement. Good. Donc, aujourd'hui, au podcast, on reçoit quelqu'un qui a joué plusieurs matchs dans la Ligue nationale, 554 pour être précis, avec les Flames, les Coyotes, les Flyers et les Kings. Il a son chandail retiré par les Voltigeurs de Drummondville. Il est aussi analyste au Réseau des sports à RDS. On reçoit aujourd'hui au podcast Denis Gauthier. Bienvenue à Inspiration. Merci, messieurs. Content de vous jaser ce soir. Merci à toi, Denis. Pour vrai, on est super reconnaissant que tu sois là. Puis je pense que ça va être super le fun de scruter ton parcours à la loupe. Ben écoute, ça me fait grand plaisir. J'ai toujours pensé que j'étais une personne qui a toujours été privilégiée d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir eu la chance de faire ce que j'ai fait. Puis de maintenant, sous différentes formes, de remettre cette chance-là à d'autres, des jeunes comme vous autres, des jeunes entrepreneurs qui ont des ambitions, qui ont des buts, qui ont des objectifs, puis des passions surtout, puis d'être capable de contribuer, d'aider, de jaser, puis peut-être que ce ne sera pas vous, ça sera quelqu'un qui écoute ou quelqu'un d'autre en cours de route. Donc, des fois, ça se passe sur la patinoire dans le hockey mineur pour moi. D'autres fois, ça se passe dans des situations en ligne avec vous autres aujourd'hui. Fait que, écoute, ça me fait plaisir, puis je suis content d'être là avec vous autres ce soir. On aurait aimé ça te recevoir dans notre studio avec tous les chandails puis tout ça, mais regarde, la pandémie oblige, puis on va quand même avoir du fun ce soir. Juste en commençant, on commence tout le temps les podcasts comme ça. Comment ça a commencé le hockey pour toi, Denis? Écoute, c'est dur à dire. J'ai jamais. En fait, mon père travaillait beaucoup. J'ai grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu, surtout. J'ai été un petit peu à Montréal, mais mes parents se sont séparés très tôt dans ma jeunesse. Que j'ai resté surtout chez mon père à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon père travaillait 6 jours semaine. Ça devenait vraiment une question de faut que j'occupe mon fils, faut que j'y trouve quelque chose. Puis il me voyait évidemment jouer dans la rue avec mes voisins. Ils me voyaient écouter le samedi soir les matchs du Canadien Nordique, Canadien Whalers, et ainsi de suite. Puis ils trouvaient que j'avais une certaine attirance qui était certaine vers le hockey. Puis, écoute, à un moment donné, j'assume qu'en discutant, il me l'a offert. J'ai dit oui, j'ai commencé mon pré-novice, novice
à Saint-Jean dans le hockey mineur. J'ai fait tout mon parcours de hockey mineur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, contrairement à bien des jeunes ou des gars qui finissent par jouer dans le national, j'ai pas toujours été un des meilleurs dans mon club. En grandissant, j'étais grand, j'étais des fois maladroit sur patin, mais j'avais une grande qualité, j'étais travaillant, persévérant. Fait que, et je lançais beaucoup de rondelles sur la porte de garage de mon père. Donc, ça l'enrageait plus souvent qu'autrement. Mais regarde, ça a commencé tranquillement, très naïvement. C'est juste de m'occuper, me sortir de la rue, m'empêcher de prendre, dépenser mon énergie aux bons endroits, je te dirais. Puis je pensais de même que ça a débuté pour moi. C'est quand tu as su que ça se pouvait, tu sais, que moi aussi, là, mon année de draft, c'est l'année de Matthews, puis cette année, je l'espérais quasiment là, qu'on me reprenne. Ouais. Mais je te dirais, ouais, je te dirais que, tu sais, même là, j'ai joué, tu sais, je te dis, j'ai pas été toujours le meilleur. J'ai fait du 2C dans le temps. C'était du 2C. J'ai jamais fait de simple lettre. Mais j'ai fait du atome novice 2C à novice 2A, j'ai fait atome 2B, 2A. Première année, puis oui, je jouais même pas. J'étais pensionnaire d'un collège à Saint-Césaire. Donc, j'ai sauté une année, ma première année, puis oui. Je suis revenu en pleurant durant à la fin de secondaire 1, en pleurant à la maison, disant à mon père je voulais retourner à l'école plus près de la maison parce que je m'ennuyais du hockey. Je m'ennuyais de jouer, je m'ennuyais de ma gang. T'sais, on jouait dans une patinoire dehors sur la cour d'école les soirs parce que j'étais pensionnaire là, mais c'était pas pareil. Fait que j'ai joué après ça Bantam 2B. J'ai été coupé camp midget 3 ma première année. J'ai joué Bantam 2A et c'est là que la première fois que je te dirais, j'avais un entraîneur, Marc Raymond, qui croyait beaucoup en moi, puis que je te dirais, il m'a comme ouvert les yeux au junior majeur. Tu sais, pour moi, j'ai jamais aspiré à jouer junior majeur. Même Bantam, je jouais encore pour m'amuser. Je jouais encore pour le fun. Je jouais parce que j'aimais ça, parce que j'étais passionné. Je jouais pas pour aller ailleurs, pour gravir les échelons. Puis du jour, écoute, ça me fait rire parce qu'à un moment donné, il m'a introduit un dépisteur, puis tout ça, puis Pierre Parent, je me souviens encore. J'avais joué, c'est le premier dépisteur à qui j'ai parlé. À ce moment-là, il était pour les cataractes de Shawinigan. Puis il était venu me voir à Boucherville, un mercredi soir, un mardi soir. Et puis j'avais joué mon match Bantam 2A, puis le midget 2A m'avait rappelé. J'ai joué 2 matchs consécutifs. Puis là, il m'a vu jouer le deuxième match. Puis il dit, crème, il n'est pas payé, lui. Fait que, en tout cas, longue histoire courte. C'est mon premier goûter de peut-être j'ai une chance de faire quelque chose, d'aller plus que juste Bantam et jouer midget chez nous. Puis un jour d'été, je te dirais au mois de mai, avant le repêchage junior, je feuilletais toujours le Journal de Montréal à mon père qui commandait le matin. Puis je voyais la liste du repêchage, des meilleurs espoirs pour le prochain repêchage junior majeur. Puis j'ai vu mon nom sur la deuxième ronde dans les listes des espoirs. J'étais un des 5 ou 6 Bantam. Là. Je me souviens, il y avait José Théodore à ce moment-là, qui était à ce moment-là des gars de mon âge Bantam, là, de mémoire. Puis je dis, Colin, la semaine prochaine, il va falloir aller m'acheter un habit et une cravate parce que je pense qu'il va se passer de quoi. Tu sais, j'avais jamais vraiment pensé à plus loin que juste m'amuser. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est comme, je te dirais, 3 semaines avant mon repêchage que vraiment, là, j'ai fait, OK, là, on peut jouer junior. Puis même une fois junior, je te dirais que je jouais encore pour m'amuser. J'ai 16, 17, mon élite de repêchage, j'étais un late, je suis né au mois d'octobre. Puis, donc, je ne pouvais pas être repêché avant ma 3e saison junior majeur. Puis, je suis arrivé à Drummond, moi, pas prêt à jouer pantoute. L'entraînement, c'était différent à ce moment-là. J'avais fait du bench un peu, pensant que j'étais en forme en faisant 3-4 sets de bench avant d'arriver au camp. Puis j'ai frappé tout ce qui bougeait, tout ça. Je n'étais pas capable de jouer avec la rondelle, mais le coach aimait le cœur. Jean-Amel aimait l'énergie et le cœur que j'amenais à l'ouvrage. Puis il m'a donné une chance. Fait qu'il m'a fait rentrer à 16 ans. Puis c'est un peu le même genre de parcours. J'ai joué à 16 pour m'amuser, j'ai joué à 17 pour m'amuser, puis à 18, tout à coup, les choses commencent à aller bien pour moi. Je commence à avoir de l'attention. Là, j'ai un agent. Tu devrais peut-être commencer à mettre ton focus là. Puis, tu vois ce qui est arrivé. Choix de première ronde à Calgary, comme de nulle part, tout bonnement. C'était un drôle de processus. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, je parle à des parents, je parle à du monde, puis dire, quand t'es à tombe, puis oui, t'as pas besoin de mettre de la pression tant que ça pour devenir, laisse-les s'amuser. Moi, c'est le parcours que j'ai eu. Mon père connaissait
plus ou moins le hockey, mais c'est un gars d'entraînement, c'est un gars de lutte, puis c'est un gars de conditionnement physique. Puis il m'a appris les bonnes valeurs, il m'a appris l'éthique de travail, puis la persévérance. Mais tu sais, le hockey, c'était tel que tel. Fait qu'il allait me porter, il allait me chercher, puis c'était tout. Puis tu sais, c'est de même que mon parcours s'est fait. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis là, je radote beaucoup, là, je m'excuse. Là, des fois, je me mets à m'en aller de même. Là, mais j'essaie aussi de faire ça avec mes enfants. Sauf qu'eux autres, je suis capable de les diriger plus parce que j'ai une certaine connaissance de hockey, là, plus que mon père l'avait envers moi. Fait que je suis capable de les guider. Mais au niveau de la pression puis des attentes envers mes enfants, j'essaie de garder les mêmes choses. Je les laisse s'épanouir, je les laisse jouer, je les laisse s'amuser. Puis jusqu'à date, ça va bien. Tu sais, mon plus vieux, il joue avec les Voltigeurs de Drummondville contre toute attente. Mon deuxième est un excellent joueur de hockey, il joue avec les Cantonniers de Magog, qui devrait être repêché l'été prochain junior majeur. Fait que, tu sais, toutes les choses se déroulent bien en restant dans le plaisir. C'est le même qui, pour moi, je pense que j'ai réussi à faire mon bout de chemin jusqu'à la Ligue nationale. C'est que ça s'est fait dans le plaisir. OK. Puis, mais là, tu dis que ton gars, il a joué pour les Voltigeurs contre toute attente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, écoute, moi, Kellen, mon plus vieux, c'est un gars qui a toujours un gros sens du jeu, mais il était plus petit, il était plus faible, développement tardif au point de vue physique. Fait que, quand il arrivait, son année Pee-Wee 2V à Drummond, il a fait, ça a été le dernier joueur choisi de son équipe, parce que moi, j'avais donné mon nom pour coacher, mais j'avais pas le droit. En fait, ils m'ont pas nommé. Ils n'ont pas nommé mon gars parce que je coachais. Ils ne voulaient pas me donner l'équipe. Ils voulaient faire l'équipe en premier. Puis après ça, si mon gars était dans l'équipe, il m'aurait donné le poste de coach. Fait que, tu sais, il a été pris dernier, il a joué après ça au Collège Saint-Bernard. Tu as toujours le 5e, 6e défenseur pris à tous les clubs. Mais parce qu'il a tellement un bon sens du jeu, qu'il gagnait toujours la confiance des coachs graduellement. Puis il finissait souvent dans les 2 ou 3 meilleurs défenseurs à la fin de l'année. Puis là, tout à coup, il a pogné mon petit côté discipline, s'entraîner, bien dormir, bien manger, prendre soin de son corps. Puis tout à coup, ça s'est mis à bien à se développer. Puis là, l'aspect physique était moins un obstacle pour lui dans des confrontations 1 contre 1, sa vitesse s'améliorait. Puis il a joué, mettons, première année, comme je te dis, un des derniers défenseurs M18 au Collège Saint-Bernard, qui était première année midget. Puis on l'a essayé au camp Magog après cette saison-là pour les cantonniers. Il avait été repêché par les Voltigeurs en 7e ronde. Puis il a été repêché pas mal à l'endroit où les dépisteurs le voyaient sélectionné par d'autres équipes aussi, parce qu'il y avait eu de l'intérêt de d'autres équipes. Puis il a fait les cantonniers la saison d'après. Puis ils sont allés jusqu'à la Coupe TELUS. Les choses ont tellement progressé vite dans son cours en l'espace de 2 ans. Moi, j'étais convaincu qu'il finirait au Collège Saint-Bernard. Puis après ça, il va aller sur le marché du travail, il va aller à l'école, il va faire de quoi. Puis tout à coup, dans l'espace de 2 ans, ça a fait pouf. Puis juste parce qu'il y a une bonne attitude, puis une bonne éthique de travail. Puis moi, j'avais zéro attente. Là. Moi, je pensais vraiment que son parcours hockey se finissait après le secondaire 5. Puis il a même déjoué mon expertise et mes pronostics. Fait que j'en suis bien fier aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ben, regarde, il fait son petit bout de chemin avec les Voltigeurs, puis ça va très bien pour lui. Puis c'est comment que ton gars joue pour l'équipe avec qui tu as joué? Puis en plus, tu t'impliques dans cette équipe-là en ce moment. C'est comment? Tu as ton chandail retiré, oui, puis aussi. il porte ton numéro retiré. Ouais. Ben ça, tu vois, l'année passée, il ne voulait pas le prendre parce qu'il voulait faire son nom, il voulait faire sa place. Puis ça, c'est en son honneur à lui. Il dit, je veux pas être associé ou je veux pas penser que je suis là à cause de toi. Puis c'est correct. Puis la même chose pour moi, c'est la dernière chose que je veux, c'est que lui ait des passes droits parce que je fais partie du groupe d'entraîneurs. Quand il est arrivé, j'avais eu des discussions avec tous nos dépisteurs dans l'organisation. C'est si vous l'aimez, vous le prenez où il est supposé d'être choisi. Vous ne me faites pas de faveur de l'amener chez nous à Drummond parce que je suis là. Moi, je veux qu'il soit à bonne place. Puis s'il est ici, c'est parce que vous l'aimez. Ça a été la même chose. J'ai eu le discours avec Steve Hartley, avec Philippe Boucher. J'ai dit, moi, quand ça va venir le temps, je vais vous aider, je vais faire le camp d'entraînement, je suis sur la glace. Quand ça va venir le temps de choisir les défenseurs, je vais me sortir de la salle. Moi, je vais vous laisser. Je ne veux pas qu'il y ait de malaise. Je ne veux pas qu'il y ait de retenue de votre part pour l'évaluer selon ce qu'il vous donne, selon ce qu'il mérite. Puis s'il reste, il reste. Je vais vous aider pour les gardiens, je vais vous aider pour les attaquants, pas de trouble. Quand il viendra le temps de décider pour les défenseurs, je vous laisse ça dans les mains puis je m'en vais. Fait que ça a été ça de même, ça s'est fait. Et on décidé de le prendre. Puis là, je peux revenir dans le décor. Cela dit, aujourd'hui, je pense que ceux qui ont suivi la saison l'année passée,
C'est sûr qu'il y a eu du monde qui ont jasé au début d'année. Là. Il est là parce que son père est là, puis il n'y aurait pas de. Je le comprends. Le patinage d'aréna, là, j'ai vécu ça toute ma vie, puis c'est bien correct. Il y a des gens qui sont fiers, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui sont frustrés parce que le hockey, ça soulève toutes les émotions et les passions, et je le comprends. Mais maintenant, je regarde ceux qui ont suivi l'équipe l'année passée, puis cette année, il n'y a plus personne qui peut dire qu'il est là à cause de son père. Il mérite sa place, il joue bien, il a son importance, il a son rôle à jouer dans l'équipe. Puis c'est ça, le crédit lui revient tout. Nous, on fait juste s'ouvrir la porte, on l'encourage. Moi, quand il arrive à la maison, je l'aime parce que c'est mon fils. Je ne suis pas le coach de hockey, on parle presque pas de hockey à la maison. Si j'ai parlé de hockey, on va essayer de faire ça à l'aréna. Quand il arrive ici, il est capable de faire la coupure, de faire la distinction, je suis capable d'être chez nous, la tête tranquille, puis pas me sentir que mon père, il me juge ou qu'il me coach ou tout ça. Il faut que la tête relaxe une fois de temps en temps. Fait que c'est la relation qu'on a présentement et ça va très bien. Fait que c'est une belle fierté. Puis quand il a fait la demande cet été pour porter mon numéro, parce qu'il est retiré depuis 2008 ou 2009, évidemment, j'ai été flatté, j'ai été honoré, puis écoute, c'est sûr que ça m'a fait un grand plaisir. Il y a eu le numéro 21 avec les cantonniers de Magog, puis de le voir aujourd'hui avec mon 21, c'est une belle continuité. C'est une belle chose, j'en suis bien fier, puis lui aussi, je pense qu'il le porte fièrement aussi. En parlant de ton numéro retiré, tu as eu une saison de 74 points en 53 matchs avec les Voltigeurs. C'est toute une saison. Pour vrai, moi, j'ai été surpris quand j'ai fait les recherches parce que tu es quelqu'un de reconnu un peu plus défensif dans la Ligue nationale. Puis là, tu as remporté le trophée Émile Bouchard qui est remis au meilleur défenseur de la Ligue. Ouais. Comment tu as développé ce côté offensif-là? Sincèrement, là, je veux pas dire que c'est un hasard, parce qu'il n'y a jamais de choses qui arrivent un hasard, mais c'est niaiseux, j'ai encore le record de la concession à Drummond pour le plus de buts par un défenseur, c'était 25 cette année-là. Mais je suis zéro un défenseur offensif. J'avais juste une bonne shot de la pointe, puis j'avais un gars comme Daniel Brière qui me mettait ça sur un tee tout le temps à ma dernière année, puis j'ai profité de cette occasion-là. Je jouais sur le jeu de puissance, puis si je ne me trompe pas, là, je retourne loin, là, j'ai 18 ou 19 buts sur le jeu de puissance cette année-là, sur mes 25. Là. C'est juste que j'avais une bonne shot, je savais où me placer. J'ai toujours eu un hockey sense qui était quand même bon. Les habiletés offensives, les mains, c'était moyen. Fait que, il fallait toujours que je me démarque par d'autres choses, d'autres attributs de mon style de jeu, mais j'avais une bonne shot, je savais où me placer, puis Daniel, il savait où me repérer. Fait qu'on a fait une belle combinaison, puis ça a été bien. Puis je pense qu'on s'est rendu service mutuellement dans nos 2 saisons ensemble. Là. Je veux dire, il a fait beaucoup de points, puis j'en ai fait aussi, mais on s'est rendu service pas mal, puis on est devenus des bons amis en cours de route aussi. OK. Puis après, tu sais, tu as fait le passage Ligue américaine, Ligue nationale, qui est comme un peu le passage obligé. Là. Mais comment c'est quoi la coche entre la Ligue américaine et la Ligue nationale? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as fait OK, là, je suis prêt? Là. Ouais, mais je te dirais que le parcours, moi, c'était vraiment obligé d'aller dans la Ligue américaine. Il y en a que c'est plus court que d'autres. Moi, parce que je te le dis, j'ai un peu des grands défenseurs. Ouais, grands défenseurs, plus défensifs. Souvent, c'est un peu plus long. Puis, c'était grand, gros. Il fallait que j'ajuste ma vitesse, ma mobilité. Mon timing aussi. J'étais un gars qui aimait frapper dans le centre de la patinoire. Fait que les gars allaient pas mal plus vite. Les changements de direction étaient plus rapides. Il fallait que je me synchronise beaucoup. Puis, mais il y a eu comme un virage à un moment donné où c'était Paul Baxter, notre coach, à ce moment-là. Puis, on vient de parler de ma grosse saison à 19 ans. J'ai fait des championnats du monde junior pour l'équipe Canada qui a gagné la médaille d'or à Boston dans le temps des fêtes. Mais ça, c'était comment, ça? Là, je fais une parenthèse, mais le championnat mondial, tout le monde regarde ça, ça a l'air fou. C'est extraordinaire. C'est un feeling. C'est la seule et unique fois que j'ai porté le chandail du Canada dans ma vie. J'ai jamais fait partie du programme Canada avant. Je suis arrivé à la dernière minute parce que moi aussi, j'ai un développement tardif, comme mon gars. Puis j'ai jamais eu la chance de le faire après. Fait que je te dirais, là, pour une fois, j'ai porté la feuille d'érable fièrement. Puis ça a été une occasion, comme tu dis, on fait juste ça à Noël. On suit tous les matchs du Canada, on regarde ça, on encourage. Je le fais encore d'ailleurs. Je le faisais quand j'étais tout petit, mais je le fais pas parce que je travaille RDS. Puis des fois, il faut que j'analyse les matchs du Canada. Je le fais parce que je suis encore passionné de ce tournoi-là. C'est incroyable.
côté négatif, c'est que c'était à Boston. Pas beaucoup de partisans à ce moment-là. L'attention médiatique était moyenne. Fait que, ça l'a enlevé un peu. J'aurais aimé le vivre au Canada avec ce qu'on sait maintenant, comment les foules sont plutôt, ou même en Europe. Mais on se faisait notre propre motivation. J'avais pas besoin de mettre 20 000 personnes de Narlo me motiver pour porter la feuille d'érable. Fait que c'était correct de ce bout-là. C'est extraordinaire. Puis, c'est quelque chose que personne ne peut jamais t'enlever dans ta vie. Tu as gagné une médaille d'or pour l'équipe canadienne, peu importe ce que le monde va dire. J'y étais, j'ai participé, j'ai gagné, puis je me suis fait des amis à vie dans cette équipe-là. Il y a des gars qu'on a croisés au cours de notre carrière après. Il y en a qui n'ont pas percé, il y en a d'autres, puis que tu recroises, puis c'est comme si c'était hier, même si ça fait 5 ans que tu ne les as pas vus, parce que tu as vécu ce moment fort-là ensemble. C'est qui les bons joueurs de votre année? Jerome McGinley était notre meilleur joueur à la Terre. On en a parlé au dernier épisode, d'ailleurs, de Jérôme. Ah ouais? Ben ouais, c'était mon roommate au tournoi là-bas, qui, lui, a été échangé durant notre séjour à Noël de Dallas, parce qu'il avait été un choix de première ronde de Dallas. Il a été échangé contre Joe Nieuwendyk, entre autres. Fait que pendant le tournoi, mon roommate s'est fait échanger de Dallas à l'équipe à Calgary, dont moi, j'étais déjà repêché aussi. Fait que c'était quand même un drôle d'hasard, mais c'était le fun. Puis on est devenus d'excellents amis. Là. On était 7 ans à Calgary. Il a percé les Flames 1 an ou 2 avant moi. Mais c'est ça. Fait qu'on est devenus d'excellents amis. Fait que ça, on ferme la parenthèse avec ça. Parce que je radote. Des fois, arrêtez-moi. Là. J'aime bien ça parler des fois, mais fait que là, on revenait dans la Ligue américaine. Là, c'est ça. Que c'était quoi la coche? Je pense que c'était ça que c'était ta question. Puis elle est vraiment grosse. Elle est grosse du junior à la Ligue américaine. Puis de la Ligue américaine à la Ligue nationale, c'est une autre grosse coche. C'est toujours la vitesse d'exécution. La plus grosse affaire, c'est toujours la vitesse d'exécution. Là, junior, tu peux te transporter la rondelle 3-4 secondes, puis là, tu laisses le jeu développer devant toi, tout ça. Ligue américaine, c'est 2 secondes au lieu de 3-4. Le jeu se progresse plus vite. Les options de passe sont là moins longtemps. Tu vas trouver dans la Ligue nationale, c'est-tu là, il faut que tu aies ton jeu déjà de planifier et de sélectionner. Tu n'as pas plus qu'une seconde pour faire ton jeu. Fait que c'est là que faut que tu augmentes. C'est pas juste d'augmenter ton coup de patin, c'est d'augmenter vraiment ta tête. De voir le jeu avant que ça se passe, de voir les options. Faut que tout que tu assimiles ton système avec ce que tu vois. Fait que il y a des choses, que les joueurs sont supposés être là, mais s'il n'est pas là, où je m'en vais, qu'est-ce que je dois faire, comment je réagis. Fait que ta vitesse de pensée doit être accélérée fois 1000, puis c'est ça la grande différence. Puis tu sais, il y a souvent en cours de route aussi des choses qui changent. Moi, c'est là que je voulais en venir tantôt, c'est que j'ai eu ma grosse année dans le junior. Après ça, j'ai eu 2 saisons de 30, 31, 32 points dans la Ligue américaine. Puis à un moment donné, le coach Paul Baxter, il me dit, si tu veux faire le prochain saut dans la Ligue nationale, le prochain step, là, il dit, il va falloir que tu changes ta game. Il dit, il va falloir que tu te concentres sur ton jeu défensif parce que tu n'es pas assez bon offensivement pour être un défenseur offensif dans la Ligue nationale. Dans ma tête, moi, je viens de faire 25 buts et 74 points à 50 quelques games. Je suis assez offensif, mais dans ma tête, ça n'avait comme pas enregistré. J'avais fait une trentaine de points dans la Ligue américaine 2 ans consécutifs, puis je jouais sur le power play. Puis c'est là que ça prend un peu d'humilité pour accepter ce qu'il va te dire. Il y en a beaucoup aujourd'hui, tu le dis, tu de la merde, tu connais pas ça, excuse mon langage, là, mais tu connais pas ça. C'est moi qui joue, je sais ce que je suis capable de faire, tout ça. Puis l'humilité de dire, OK, peut-être qu'il a raison, je vais me concentrer sur l'autre aspect, puis dans l'espace d'1 an, je vais dans la Ligue nationale. Quand mon mindset, ma tête était à la bonne place, puis que je me concentrais sur les bons aspects de jeu en fait, je me concentrais sur mes forces, mon jeu a changé, puis c'est ça qui m'a permis de monter, puis après ça, de rester dans la Ligue nationale. Quand tu arrives, que tu es, mettons, stable dans la Ligue nationale, tu as un contrat, puis que tu joues, tu es là au jour le jour avec les gars, puis y a-tu un moment que mettons, tu es assis dans l'avion, puis tu fais OK, là, il faut que je me pince, parce que tout ce que j'ai imaginé quand je jouais dans la rue quand j'étais jeune, là, je suis en train de le vivre. Là. Oui, je te dirais. Tu sais, un gars comme moi, en fait, il y en a des pires que moi, mais tu sais, je vais dire, parce que j'ai été un choix de première ronde, j'ai quelques probablement privilèges et passe. Les directeurs généraux ont souvent plus de patience avec des choix de première ronde, là, mais ça, c'est mais vrai, dans mon il y a vraiment plus de patience. Ouais.
Ben, tu vas avoir plus de chance. Ok. Tu vas avoir plus. Tu sais, Galchenyuk, il n'aurait pas fait 7 ans dans la Ligue nationale s'il n'avait pas été repêché 3e overall. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste qu'il y a une gang. S'il y avait été un choix de 7e puis qu'il agissait de même, on va passer au prochain. Tu comprends? Mais il y a le potentiel, il y a du talent, il y a quelque chose. Puis peut-être que moi, je vais être capable de le développer. Peut-être que chez nous, il va faire une différence. Il va se retrouver. Fait que c'est un peu ça. Fait que là, j'ai perdu ta question. Je m'excuse. Comment qu'on se sent? Là? Est-ce qu'on se Ah oui, pince OK. à un moment donné? Ouais, c'est ça. C'est ça que je le dis. C'est moi que dans mon... Tu sais, en étant un défenseur numéro 4, 5, t'es jamais 100% confortable. Tu sais, t'as toujours des jeunes à tous les années qui te poussent puis qui ils veulent ta place. Puis... fait qu'il faut que il faut quand même que tu aies une certaine maturité pour toujours donner ce que tu as donné et plus pour garder ton spot. Tu sais, souvent, le vieux dicton dit c'est dur en maudit jouer dans le national, mais c'est plus dur rester une fois que tu es là. Puis je ne suis pas totalement contre cet énoncé-là. Fait que, mais il y a des moments, wow, les beaux hôtels, les hôtels 5 étoiles, tu te promènes à New York, tu te promènes à Los Angeles, tu te promènes dans des villes que tu fais OK, là, je suis loin de Saint-Charles de Drummondville, puis j'ai tout le respect du monde pour Saint-Charles, là, j'y vis présentement. Là. C'est ça, je reste là, puis je suis heureux ici, puis j'ai décidé de m'établir ici. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose dans ces villes-là. Tu rentres à l'Arena, Madison Square Garden, puis là, tu montes la rampe, parce que le Madison Square Garden, la personne est au 3e ou 6e étage, là, je me souviens plus, là, mais dans le building, il faut que tu montes pour aller au niveau de la glace. Une fois, puis ça n'a pas l'air d'un aréna. Non, c'est ça. C'est rond, ça a l'air, en tout cas, mais c'est ça. Tu montes la rampe, puis là, tu vois... premièrement, tu vois les animaux parce qu'il y a un zoo l'après-midi, comme un spectacle de zoo, tu vois les éléphants, puis tu vois les. Tu tabarnouche, je suis dans l'arena, je m'en vais-tu walker, puis là, tu rentres dans le corridor, puis là, tu as toutes les photos des artistes qui ont joué le Madison Square le MSG, là, Billy Joel, Michael Jackson, Céline Dion, Elton John, puis tous les spectacles, puis les boxeurs, puis puis là, tu rentres dans le vestiaire, puis là, c'est les Rangers, puis tu dis, OK, là, I made it. Là, je suis rendu, je suis là, puis c'est tout un privilège. C'est tout un feeling, c'est un sacré privilège. Tu parles du Madison Square Garden, ton neveu joue pour les Rangers. Ouais, exact. Puis, tu sais, dans votre famille, là, c'est un peu weird, là. Votre famille, vous avez un passé aussi de lutte. Ouais. C'est quoi vous buvez dans votre famille pour performer comme ça? Il y a un petit côté athlète, ça, c'est sûr. Écoute, moi, mon père, il a gagné des compétitions culturistes. Il y avait 2 gymnases dans le temps. Fait qu'il a gagné, je pense qu'il a fini 2e Monsieur Univers, 3e Monsieur Monde là, dans les années 60-70. Mon frère Martin, il a gagné Monsieur Canada à 18 ans, en culturisme aussi. Ma mère vient d'une famille, la famille Rougeau, la famille célèbre au Québec, qui a commencé avec Jean, le frère à mon grand-père, Jacques Senior. Des enfants, Raymond, Jacques et Armand, ont tous lutté. Dans WWE maintenant, avant c'était WWF. Fait que, ils ont fait le gros stage, ils ont fait la grosse affaire, c'est des athlètes, mais il y a quelque chose chez nous qui fait que la discipline, la persévérance est une qualité qui est prédominante. Puis quand on a un objectif dans la tête, mais on ne l'a pas dans les pieds, puis on avance, puis on pousse, puis on n'arrêtera pas jusqu'à temps que quelqu'un nous dise non pour de bon. Fait que ça nous a bien servi, puis il y a un côté chance génétique dans tout ça aussi qui fait que on avait au moins une base à exploiter d'avance. Fait que ça, c'était quand même un bon plus pour nous autres aussi. Fait que là, Julien, c'était à son tour. Mon frère Martin, c'est un bon joueur de hockey aussi, même si c'est un culturiste. Il a eu une fracture de la jambe midget 3, si je ne me trompe pas, plus jeune, puis il aurait décidé d'aller en médecine. Donc, il est chiropraticien aujourd'hui. Il a lâché le hockey. Mais Julien, c'est un athlète. On parle de Shea Weber, là, Man Mountain, là, que Marc Bergevin l'appelle, là, l'homme montagne, mais Julien, c'est pas mal ça aussi. C'est un 6'3", 2'25". Il est fort comme un cheval, patine comme le vent, puis il a une shot du tonnerre. Fait que, regarde, c'est une combinaison folle. Puis il est en train de faire son bout de chemin tranquillement. Là, c'est ça. Il a joué ses premiers matchs avec les Rangers. C'est une chose de 30.
c'est encore plus dur de rester. Puis là, il va le réaliser cette année. C'est de garder le spot que tu as acquis déjà, puis je lui souhaite bonne chance. Puis en 2004, tu as été un des chanceux qui atteignent la Ligue nationale qui peuvent aussi atteindre la finale de la Coupe Stanley. Malheureusement, tu as été blessé. Ouais. Comment c'était de vivre ça? On dirait que c'est comme d'être un enfant puis qu'on te met la face forcée à regarder le magasin de bonbons. Là, tu sais. C'est terrible. Ça a été la plus belle expérience et la pire en même temps. Là, ça a été. Puis ça a été la première année que j'ai fait les séries éliminatoires. C'était mes 6 premières années à Calgary. On n'avait pas fait les séries. Puis la première fois qu'on a une chance, mon équipe se rend jusqu'au bout, puis je suis pas capable d'être là. Je me suis blessé dans le match numéro 6 contre Vancouver, chez nous, une collision avec Christian Ruutu, puis un genou contre genou. J'étais arrivé pour le frapper, il a voulu m'esquiver, puis il a laissé sa jambe traîner en arrière. C'est ça. Un croisé antérieur, puis il a déchiré, puis j'ai dû me faire opérer. Fait que j'ai manqué tout ça, mais de suivre le parcours des gars, l'entraîneur, il m'a laissé suivre les gars sur la route, à part une fois, à cause qu'il fallait que j'aille voir un médecin, je ne pouvais pas, mais le reste du temps, je suivais l'équipe sur la route en béquille. Puis ça a été, j'étais là pour support moral, puis c'est très bien que je considère que j'étais une partie sans dire importante nécessairement, la plus importante, c'est la glace, mais point de vue coéquipier dans la chambre, j'étais un vétéran, puis je pense que j'avais un esprit rassembleur, puis j'avais un certain leadership. Fait que il me laissait autour de la gang, tout ça. Puis le match numéro 7 contre Tampa, on a perdu 2-1. Ça a été, écoute, le cœur brisé, déchiré. J'ai jamais vu tant d'adultes pleurer en même temps. Ouais. Ah, c'est fou, parce que tout le sacrifice d'une saison, là, tu parles du mois de septembre, depuis qu'on arrive au camp, qu'entraînement, 82 matchs. On a joué 26 matchs sur une possibilité de 28 en série. Avec une équipe qui n'a pas le talent d'être là. Okay. On est allé parce qu'on a travaillé, parce qu'on était des grinders, puis que il n'y a personne qui était pour nous dire non. On avait une éthique, on était physique, on travaillait, mais on avait très peu de talent pur comparé aux équipes qu'on a affrontées. On a battu Vancouver qui a fini premier dans notre division, dans le temps qu'il y avait Marcus Naslund, Todd Bertuzzi et compagnie. Deuxième ronde, on a battu Détroit qui était un peu vers la fin de leur règne de terreur, là, mais Détroit, c'était toute une machine de hockey quand même. Là, Puis après ça, sans nausée. Fait que, on a battu le premier de division, les 3 premiers de chaque division, parce qu'il y avait 6 divisions à ce temps-là. Fait qu'on a battu le premier de chaque division pour se rendre là. Nous autres, on a fini 6 ou 7e dans l'Ouest cette année-là. Okay. Fait que, on était 6e. Bon, OK. Fait que, puis là, on jouait contre le premier dans l'Est. Après ça, Tampa cette année-là dans la division. Fait que, ça aurait été la chance. Exact. Ça aurait été la chance de battre 4 premiers pour se rendre avec une équipe moyenne là, de talent. Je te le dis, là. C'était l'équivalent du Canadien présentement. Okay. Tu comprends? Là, c'est pas, on avait Joe McGinn là, mais son centre, c'était Craig Conroy, puis son autre allié, c'était Dean McAmmon. Je m'excuse. Là, mais, notre deuxième ligne, on avait Sean Donovan. Ça n'a juste pas de bon sens qu'on soit là, mais, mais pour venir au soir, c'est que le parcours que les gars ont fait, les sacrifices, les blessures que les gars étaient blessés, étaient maganés, étaient fatigués, épuisés. Puis ils ont tout donné. Puis tu te rendais jusqu'à la fin au mois de juin, puis tu as perdu 2-1 dans le match numéro 7. Les cœurs brisés, il y en avait partout. Rhett Warner, c'était sa 3e. C'était mon partner avant, toute la saison. Puis quand je me suis blessé à la défense, c'est sa 3e finale qu'il perdait. Car il a perdu l'année, à sa première année, quand Floride a perdu contre Colorado. Ouais. Floride, l'année des rats dans l'arena. Ouais. Puis il avait perdu à Buffalo le but controversé de Brett Hall. Ouais. Fait que c'est la 3e finale qu'il perdait. Imagine. C'était trop. Là. Pleurer, là, puis comme un enfant, les épaules qui ressautent, puis c'est fou. C'est fou. Puis encore aujourd'hui, je t'en reparle là, mais j'en reparle des fois, puis j'ai encore une certaine peine, pas une rancune, mais une déception d'avoir vécu ça. Ça a été beau, mais je le sens encore, la déception qu'on a vécue là. Puis que,
je vois André Roy à RDS, puis c'est lui qui a la bague de Coupe Stanley, puis il était dans l'équipe qui m'a battu, puis mon tabarouette. Là, c'est comme. Il bave-tu un peu? Non, non, parce que c'est drôle parce que tu vois la perception est différente. Lui, il l'a gagné. Parce que lui, lui, il réchauffait le banc de toute façon. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il a même pas été habillé dans le match 7. Puis, il me dit, moi, je ne l'ai pas mérité, ma bague, parce que, tu sais, je jouais pas. Tu sais, écoute, moi, je l'aurais bien pris ta bague, Bud. Même si j'étais blessé, là, tu sais, ton nom est sur la Coupe Stanley. Hein, c'est comme ça. Je me rappelle, pourquoi je me rappelle autant de ces séries-là? Parce que moi, je suis né en 98, puis 2004, c'est les premières séries que j'ai regardées. OK. C'est vraiment, c'est les premiers matchs de hockey que j'ai regardés. Puis là, depuis ce temps, c'est une maladie mentale. Là. Mais ça, c'est un autre dossier. Puis je me rappelle que en finale, j'avais pris pour les Flames. Tu sais, j'avais 6 ans. Là. Fait que la raison... je sais pas c'était quoi la raison. Sûrement, je trouvais le chandail beau, là, j'imagine. Ouais. Puis j'avais. Ou tu checkais les filles sur le Red Mile, toi, d'après moi, aux nouvelles, là. Je sais pas, je me rappelle pas. En tout cas, tu t'en souviens, Denis. Hein? Ouais, c'est ça. non. C'est ça. Là, quand je me rappelle, j'avais pris les Flames, puis mon père t'avait croisé quelques semaines après la finale, puis au restaurant. Puis il t'avait fait signer une napkin, genre Salut Anthony, merci d'avoir soutenu les Flames pendant les séries, Denis Gauthier, puis ton autographe. Ça a été mon premier autographe à vie. Ben voyons donc, ouais. Seigneur, je me sens vieux. Avant de m'en venir pour le podcast, j'ai dit ça à mon père, puis il se rappelait même pas. Pour vrai? C'est qu'elle est bonne. T'as quand même une bonne mémoire de te souvenir de. Je me rappelle. Est-ce qu'elle existe encore, la napkin? Ben, pour vrai. Encadrée dans ta chambre? Elle existait quand j'avais 15 ans, quand j'ai déménagé. Okay. Là, il faudrait que je fouille en tabac. Ouais, là t'es parti le foyer avec, là, c'est correct. Non, mais tu sais, c'est là tantôt que, tu sais, je te disais en début de podcast, je disais, tu sais, le privilège qu'on a, puis d'aider du monde des fois, mais tu sais, c'est la même chose avec, tu sais, prendre le temps de signer un autographe, prendre le temps de prendre une photo avec quelqu'un, tu sais, pour nous, c'est, tu sais, des fois, quand je jouais surtout, on en faisait une centaine par jour, là, tu sais, ça devenait, OK, on signe, mais pour la personne à qui tu le fais ou à qui tu donnes ton autographe, tout ça, c'est un. Tu comprends? Fait que tu sais jamais l'impact que tu as sur quelqu'un, puis tu le fait que tu as 22 là, présentement, c'est ça? Fait que exact. Tu te souviens encore de ça, tu avais 6 ans. Ben, je m'en souviens comme si c'était hier. Fait que c'est là que tu vois tout ce temps-là plus tard, 16 ans plus tard, tu t'en souviens encore, mais tu sais, pour nous, tu sais, moi, je m'excuse, je me souviens pas de l'avoir signé cet autographe-là, mais ça m'offusque un peu, mais bon, c'est ça, mais tu n'étais même pas là, je l'ai signé à ton père. ça. Non, mais tu comprends, c'est pour ça que j'ai toujours donné de l'importance à prendre le temps pour toutes ces affaires-là. Tu sais, même, j'ai des histoires, là, je dérape un peu, là, mais j'ai des histoires de coéquipiers qui, à un moment donné, ils signent, puis là, il y en a qui passent tout droit, ils veulent pas signer, ils passent tout droit, puis ils sont comme too cool for school. Tu sais, moi, j'ai jamais vécu avec cet adage-là. Là. Tu sais, moi, c'est toujours t'en donnes, puis ma femme, des fois, il faisait moins 30 à Calgary, puis j'avais la fenêtre ouverte, elle attendait pour qu'on s'en aille à la maison, mais j'avais 150, 200 personnes en sortant de l'aréna, je signais, puis je partais pas tant que le dernier n'avait pas eu son autographe. Des fois, ça prenait 45 minutes. Fait moins 30, j'ai la fenêtre ouverte, ma femme, elle gelée, elle a la chaufferette dans le tapis à côté, mais c'était ça. Okay. Je vais prendre le temps qu'il faut, puis Joe Megan, là, t'es pareil. Il y en a plein des gars de même, mais le temps que tu prends là, pour nous, ça dure 2 secondes chaque. Le petit bonjour, la petite poignée de main. Avant, on donnait des mains. À cette heure, on n'a plus le droit. Mais tu sais, ça a un impact qui dure longtemps. Fait que, en tout cas, ça, c'est une autre parenthèse, là, mais je trouve que c'est important. Puis c'est important de le vivre de même pour moi, en tout cas. Si on veut conclure un peu le cycle de ta carrière, tu as été échangé à différents endroits, tu as joué à 4 endroits, puis à un moment donné, s'il vient le temps de décider que ça se termine, comment que ça se passe, ce moment-là, que tu fais OK, là, c'est ça. Là. C'est tough. Puis c'est drôle parce que hier, à RDS, j'ai écouté, il y avait Marc Denis et Benoît Brunet qui en parlaient justement. C'était bon, c'est ça, mais tu sais, j'ai les écouté, puis j'avais le goût d'appeler puis de conter mon histoire, moi aussi, mais je l'ai déjà conté à RDS. Mais tu sais, en exclusivité à l'espoir. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé à Philadelphie, c'était ma 3e équipe, puis j'ai trouvé ça extrêmement dur parce que j'ai signé un contrat dans une équipe que je n'étais pas bien, mais l'argent était trop bon.
Puis c'est là que des fois, tu fais des choses pour les mauvaises raisons. Puis j'ai payé le prix en cours de route. Je venais d'être échangé de l'Arizona. J'étais allé avec les Flyers terminer mon année de contrat. Puis tout de suite, ils m'ont signé une prolongation de 3 ans. La saison suivante, l'année 1 de 3, on finit 30e dans la Ligue nationale, dernier. Puis là, les Flyers décident qu'ils font plein de changements. Fait que l'année 2, entre l'année 1 et 2, ça, c'est l'année qu'ils sont allés chercher Daniel Brière, Kimmo Timonen, Jason Smith, Scott Hartnell, Martin Biron, je ne me trompe pas. En tout cas, mais là, il était au-dessus de la masse du plafond salarial. Fait qu'il fallait qu'il fasse des coupures. J'étais un des gars qui a été sacrifié pour envoyer des mineurs. Ils m'ont caché des mineurs. Puis la règle à cette époque-là, en 2006, après le lockout, en fait, 2004-2005, était en sorte qu'il fallait qu'une équipe t'envoyait des mineurs, il fallait que tu passes au ballottage. Mais si vous voulez te rappeler, il fallait que tu repasses au ballottage. Puis l'équipe qui te réclame paye juste la moitié de ton salaire. Puis l'équipe qui te laisse aller paye l'autre moitié. Mais les Flyers n'avaient même pas d'argent en dessous du cap pour payer la moitié de mon salaire. Il était tellement à côté ici. Fait que j'ai été prisonnier d'un mineur toute l'année. Puis beaucoup de menteries, beaucoup de... ils m'ont agacé beaucoup. Ah, je pense que je suis capable d'échanger. Ah, je vais te rappeler, je vais te faire ci. Puis finalement, ça n'arrivait jamais. Fait que, ça a été une année extrêmement difficile. Une chance que Craig Berube, qui était l'entraîneur avec les Flyers à ce moment-là, qui était mon coéquipier à Calgary, quelques saisons plus tôt, était là parce que lui, il m'a gardé au moins motivé. Puis on a discuté souvent ensemble. Puis il m'a permis de passer à travers la tempête solide. Là. Mais ça a fait en sorte que la passion pour le hockey là, a vraiment diminué pour moi. Ça a été la première fois de ma carrière où on a toujours dit que le hockey, c'était une famille, puis qu'on se tient, puis la première fois, je me suis senti comme un employé et non un membre de la famille. Puis c'est là pour moi que le côté business a pris le dessus et ça m'a scié les deux jambes. Puis durant cette année-là, bon, dans le mineur, on joue pareil, mais il y a des dépisteurs professionnels qui le voient. Puis là, Ron Extall, qui était maintenant assistant du directeur général avec les Kings, était de ceux qui étaient venus me chercher avec Bobby Clark, avec les Flyers, du temps que j'étais avec l'Arizona. Fait que quand je suis arrivé, lui est parti avec Los Angeles, fait qu'il m'a vu. Fait que l'été suivant, le 1er juillet, il est venu me chercher d'une transaction. J'ai fini avec les Kings mon année de 3 ans. Mais tu sais, j'ai trouvé ça extraordinaire mon année. Mais je voyais plus le hockey comme une passion. Je voyais le hockey comme ma job. Okay. Fait que j'ai joué cette année-là. Puis là, pour la première fois en 10 ans, j'ai été laissé de côté 2 matchs, mettons, par l'entraîneur, choix de l'entraîneur. Puis là, c'était comme. Là, j'étais catalogué comme le défenseur de profondeur, vieillissant. Puis pourtant, j'avais juste 30 ans, là, puis j'avais encore plein de bons hockey à donner. Puis ça allait quand même bien, mais il y avait des jeunes, l'équipe était en reconstruction, fait qu'on donne de la place aux jeunes. Puis Drew Doughty venait d'arriver, puis Jack Johnson était là, puis Alec Martinez arrivait, puis il était dans l'organisation. Puis tu sais, les choses sont déboulées qu'à un moment donné, après cette saison-là, moi, j'aurais dit, OK, j'aurais voulu rester à Los Angeles parce que j'ai tellement aimé mon année. Les gars étaient extraordinaires, vivre là, c'est extraordinaire. Tu sais, point de vue hockey, on n'a pas fait les séries, ça a été tough. Ou je voulais venir à Montréal. Puis quand ces deux options-là n'ont pas fonctionné, j'ai décidé que c'était assez. J'ai eu une offre des Rangers à 2 volets. Je t'ai dit, moi, parce que à cause du travail que j'avais fait avec les Phantoms, l'équipe ferme des Flyers, la 2e année de mon contrat, j'avais aidé les jeunes à les guider, si tu veux, là, être un mentor pour eux autres. Puis ça avait vraiment bien été pour moi, pour les jeunes, pour notre équipe. Ça a fait en sorte que mon nom était très bon pareil à travers la Ligue nationale parce que j'avais gardé. Il y en a bien des gars qui se sont découragés, qui sont devenus des. Pas des bombes, mais des gars à un moment donné, je vais juste prendre mon chèque, puis ça me tente plus de travailler, puis je vais me présenter, puis je me sac des autres. Moi, c'était pas dans mes valeurs, puis c'était pas comme ça. On va s'aider, on va sortir du trou ensemble, puis c'est ce qui est arrivé. Mais avec ça, l'offre de 2 volets des Rangers, je le savais qu'eux autres, ils voulaient faire la même chose parce que dans ce temps-là, il y avait Del Zotto, il y avait Mark Stahl des mineurs, il y avait Dan Girardi, si je ne me trompe pas aussi. Fait que eux autres, leur jeune groupe de jeunes qui étaient encore à Hartford dans le club ferme, je pense qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils étaient prêts à monter, fait qu'ils voulaient que je sois un mentor pour eux autres. Puis ils ne me l'ont jamais dit, mais je le savais que c'était ça, fait que j'ai dit je le prends pas. C'est drôle parce que Mathieu Dandonneau a signé exactement le même contrat qu'ils m'ont offert quelques semaines plus tard.
Puis comme de fait, le camp des Rangers a été coupé, il s'est mis avec les jeunes, puis au mois de novembre, il a lâché le hockey. Novembre ou décembre, il a décidé d'abandonner le hockey. Il dit, moi, je ne repasse pas dans les mineurs. Puis, c'est le contrat que j'aurais eu, puis ça ne me tentait pas d'aller dans les mineurs. J'ai dit, je vais le signer ton contrat, mais donne-moi un contrat, un volet. Ouais. Mais là, il ne voulait pas. Je peux te donner 2 volets. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que c'est de même. Ça s'est terminé. Puis, rendu au mois de début septembre, les camps d'entraînement étaient sur le bord de commencer. Je n'avais pas eu d'offre de contrat concrète. Puis RDS est arrivé dans le décor. Mon frère Martin, lui, il fait les hommes forts, fitness, tout ça, les bûcherons maintenant aussi à RDS comme des émissions là. Puis il m'avait dit, j'avais rencontré Dom Vanelli, qui était le directeur de programmation en séries éliminatoires parce qu'il couvrait la série des Flames contre Tampa en finale. Puis il m'a dit, hey, ton frère est chez nous, si jamais ça te tente de venir faire tu travailles avec nous autres après après les playoffs, si jamais tu es éliminé, on amène des joueurs, des fois des analystes invités pendant une série, parce que RDS avait une série dans ce temps-là. Fait que il dit tu viendras, on aimerait ça t'avoir. Fait que quelques saisons plus tard, je suis allé. Puis à la fin de ma carrière, après ça, j'ai appelé mon frère, puis ma femme me dit appelle, t'as rien à perdre, t'as rien à faire. Puis tu sais. Fait que j'ai pris mon courage à 2 mains, parce que j'ai jamais appelé pour de l'ouvrage de ma vie. J'ai jamais eu un job de ma vie. Puis je dis, non, mais écoute, je laisse un message, puis j'étais content qu'il ne réponde pas, parce que j'étais comme intimidé d'appeler. Fait que c'est Denis Gauthier, j'ai peut-être pas de contrat, tu m'avais dit de t'appeler. Fait que si jamais tu as besoin de moi, quelqu'un est malade ou quelque chose, je suis peut-être disponible pour faire une couple de choses. Il m'a rappelé à peu près une demi-heure plus tard. Hey Dan, super, je vais te donner, je vais te faire comme l'antichambre, je vais te donner des chroniques web, on va faire des matchs. Hey, j'attends un peu, je ne me cherche pas une job à temps plein, c'est juste en attendant que je me trouve de quoi. Fait qu'en tout cas, ça a commencé de même. Ils m'ont emmené une fois comme invité à l'antichambre. Finalement, après ça, une fois, ils ont aimé. Là, j'étais allé comme panéliste. Puis ça a commencé de même graduellement. Puis ma nouvelle carrière, elle était entamée. Puis au mois de novembre, tu vois, j'ai eu une offre de contrat des Coyotes pour retourner avec les Coyotes parce que j'étais super proche avec Shane Doan. Puis eux autres, dans ce temps-là, il y avait Ed Jovanovski puis Derek Aucoin, 2 vétérans à défense qui étaient blessés. Fait que Shane, il a dit qu'il est allé voir son GM. Il dit, Denis est à la maison, il fait rien, il attend juste des nouvelles de quelque chose. Puis à ce moment-là, j'étais tellement démotivé parce que le hockey était devenu une job puis une passion. Je n'avais pas gardé la forme. J'avais commencé RDS tranquillement. Puis quand les Coyotes m'ont appelé, ils m'ont dit, tu as une offre de contrat. J'ai dit, garde, je suis plus en forme. Je dis, par le temps, je vais me remettre en forme pour revenir. Tes gars vont te blesser, vont être revenus. J'ai dit, il est trop tard. J'accroche, puis je suis plus là. C'est comme ça. Puis, est-ce que ton entrée à RDS a rendu un peu ta retraite plus positive? Oui. Parce que c'était négatif un peu, j'imagine. Ben, un peu. Pour toi, c'était négatif vu que c'est devenu une job plus qu'une passion. Ouais. C'est sûr que ça rend ça plus facile. Moi, tu sais, ce que les gars s'ennuient de plus quand ils jouent habituellement, c'est d'être avec les gars. C'est dans la chambre, les conversations, les discussions. Mais je retrouve tout ça, moi, avec RDS, avec les gars. J'ai tous des anciens gars de hockey, c'est tous des anciens coachs, c'est tous des passionnés. Fait que quand je m'en vais travailler en studio, j'ai l'impression que je m'en vais d'une chambre de hockey. On a un semblant des mêmes discussions, une gang de boys qu'on chasse, puis on écoute la game du Canadien ensemble dans le bureau de l'antichambre. Après ça, on monte au 3e, on fait le show, puis on chiale, on commande une pizza, on commande un lunch, on écoute la game ensemble, on est intéressé, on analyse. Puis le plus fun de le faire dans la chambre, c'est l'avant en chambre. S'il y avait une caméra pour nous voir analyser un match live, là, vous ririez, là, c'est drôle. Ouais. Là, on crie pour tout, on chiale sur tout, on encourage pour tout. Selon la personnalité des gars qui sont sur le panneau ce soir-là, c'est vraiment le fun. Fait que, effectivement, la transition s'est faite super smooth, super facile. Puis j'étais prêt. Quand j'ai arrêté de jouer, c'est parce que je n'étais plus passionné. Puis j'avais pas de contrat, c'est correct, mais je me sens quasiment comme si j'ai sorti à mes termes en même temps parce que, regarde, j'aimais plus ça. Ma femme aurait aimé ça que j'aille en Europe jouer. J'ai dit non, ça me tente plus de jouer au hockey. Moi, j'étais plus passionné. Je te dis, les Flyers, ils m'ont coupé 2 jambes, puis ça a pris un peu de temps. J'ai retrouvé la passion de jouer au hockey au moment où j'ai commencé à payer pour jouer dans la ligue de garage pour jouer. Et non, c'est pas moi qui recevais le chèque, là, c'est moi qui payais pour jouer. Là, avec des chums, tout ça, puis c'est là que j'ai retrouvé le plaisir du hockey. OK. Je vais te poser quelques questions en rafale avant d'aborder ton inspiration, Denis. Juste des questions je pense que pas mal tout le monde est curieux de savoir. Ouais. Meilleure ville à jouer? À jouer? Pas celle que tu as jouée. Je parle meilleure, mettons, quand tu faisais toutes les villes sur la route, laquelle que tu faisais? OK, celle-là, c'est nice.
Moi, c'est drôle. J'aimais beaucoup. Quand j'étais à Calgary, j'ai adoré jouer en Arizona. Puis c'est drôle, c'est pas parce que c'était le fun de jouer dans l'Arena, mais juste l'Arizona, là, c'est spectaculaire. Puis c'est drôle parce que je me souviens d'une fois, je suis descendu de l'autobus, j'étais avec Craig Conroy, puis je me dis, Colin, il me semble que ce serait le fun, c'est ça que je jouais ici, ça doit être écœurant. Puis l'été suivant, je t'ai échangé là. Okay. Fait que, ça a été hot. Mais je te dirais que ça a été le fun pour autre chose que du hockey. Mais il y a plein de belles villes de hockey. Là. Moi, Los Angeles, pour moi, c'est surtout, je ne l'ai pas vécu, là, mais les années après je suis parti, ils ont gagné 2 Coupes cette année. Là. Ça devait être. Oh, c'est la meilleure ville de hockey pour jouer. Là. All around, il y a le divertissement, le sport, la beach, le hockey. Il y a tout pour être bien à Los Angeles. Puis on avait quand même des bonnes foules, mais quand ils gagnaient, évidemment, c'était incroyable. Mais je peux t'en nommer plein. Là. Nashville, l'Arena, c'est fou. Là. Moi, je suis un amateur de country, mais l'Arena, c'est petit, c'est comme un petit bol. Les partisans, tu as l'impression que c'est une Arena de 10 000, mais il y en a 18 000. Là. Okay. C'est tellement rapproché, mais c'est jaune, c'est bruyant. Tout le monde est habillé en jaune. Toronto, ça a... Des fois, c'est femme, mais Toronto, ça reste que c'est une ville de hockey. Là, je me suis fait haïr beaucoup à Toronto à force de jouer, puis à force d'aller là, puis je me suis fait huer souvent. Fait que moi, ça venait toujours venir me chercher à ce moment-là, mais je peux t'en nommer plein. Là, mais au Canada, ça a un feeling aussi, un vibe. Là. Edmonton, quand je jouais à Calgary, là, c'était quand même assez spectaculaire. Malgré que c'est une arena lettre là, dans Northlands Coliseum dans le temps, là, mais Edmonton, Calgary, c'est une belle rivalité. Il y a plein de belles places pour jouer, mais quand il fait beau, t'as toujours un petit cachet de plus. Puis la pire? La pire, moi, je détestais Islanders. C'est proche de New York. Fait que tu peux toujours t'en sauver parce que tu peux prendre le train ou l'auto à New York, là, aller à Manhattan puis aller t'amuser. Mais Long Island, je trouvais ça comme c'était 45 minutes, 1 heure quasiment d'autobus là, de New York. Fait que souvent, on restait à New York puis on faisait l'autobus, puis après ça, on retournait rester à Manhattan parce qu'on faisait la tournée des équipes à Jersey, tout ça. Mais Jersey aussi, là, Jersey, là, tu joues à Markham, là, l'autre bord de la rivière, là, c'est un ghetto. L'aréna, t'es à 2 ou 3 coins de rue de l'hôtel, tu vas pas là à pied. Okay. Tu prends l'autobus d'équipe, tu te rends, tu t'en vas là, puis après ça, quand tu finis la game, tu restes là, mais tu t'en vas chez vous. Là, c'est des places qui sont un peu plus moins le fun, moins drables, là, plus drables, c'est-à-dire, là, mais il reste que tu es dans la Ligue nationale pareil. Tu peux toujours trouver des bons côtés partout. Meilleur joueur avec ou contre qui tu as joué? Écoute, je vais dire celui avec qui j'ai joué, parce que contre, là, c'est difficile de différencier. Là. Mais Peter Forsberg, pour moi, est un joueur absolument incroyable. Puis, tu sais, j'ai même pas joué avec lui dans ses meilleures années. C'est ça, à Philadelphie. À Philadelphie, il était blessé, il s'est fait opérer d'un pied, mais tu sais, à son goût à lui, il jouait à 80 là, puis, il y a même des matchs qu'il jouait pas parce qu'il avait mal, juste parce qu'il était tellement fier que lui, s'il est pas capable de jouer à 100 il veut pas jouer. Puis c'est là que ce côté-là, je l'ai moins aimé, mais c'est quand même tout un guerrier. Là. C'est un gars qui a du talent, il est physique. Puis je te dis, c'est les plus belles confrontations 1 contre 1 que j'ai eues dans ma carrière, c'était avec lui quand il était à Colorado. C'est un gars qui se sauve pas. Il y a des fois, moi, je jouais contre certains gars, je leur enlève rien. Là. Ils sont capables de me tricoter un bas de laine. Là. J'ai pas de problème. Là. Mais il y en a d'autres qui t'intimident et qui sont pas de la même façon quand ils savent que tu joues contre un gars comme moi qui sait qu'il a le goût de t'arracher la tête. Au sens figuré, bien sûr. Aujourd'hui, c'est plus ça, mais dans le temps, c'était ça. Puis Bob Hartley, il m'a dit, parce qu'il a travaillé à RDS, on a travaillé ensemble à RDS, puis une couple de fois, je me souviens d'une fois dans la salle de maquillage, il m'a dit, toi, là, je sais pas Peter Forsberg, qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il coachait au Colorado, Bob. Il dit, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il dit, à chaque matin qu'on jouait contre Calgary, il virait fou. Il dit, il faisait rien que penser à toi, c'était pas le même, je le savais que tu y rentrais dans la tête, tu sais. Puis j'étais comme, ah ouais, tu sais, moi je le savais, parce que dans les games, il me frappait, il se faisait frapper, il revenait, il avait du chien, puis je jouais souvent contre les premiers trios adverses, donc contre Peter en Colorado, puis c'est un gars que je me suis fait un vilain plaisir à affronter. Fait que, ça pourrait être le gars avec qui j'ai joué et le gars contre qui j'ai joué aussi, Forsberg, il rentre les deux coches.
Bon, fait que, on va passer à... C'est moins rafale, hein? Là, je jase longtemps. C'est moins... je te fais moins de rafale. Là. C'est parfait. On va passer à ton inspiration aujourd'hui. Ouais. Tu nous as dit... tu nous as suggéré Scott Stevens. Ouais. Moi, Scott Stevens, pour moi, qui a 22 ans, c'est lui qui a mis fin à la carrière à Eric Lindros. Pour moi, c'est lui. Là, je suis allé faire des recherches. J'ai vu qu'il avait déjà fait 78 points dans la même saison. C'est fou, hein? Fait que là, je veux que tu me parles de lui. Pourquoi? Moi, je te dirais parce que la question que tu m'as posée, c'est qui t'a inspiré le plus? Puis la réponse que je t'ai donnée, c'est ce qui m'inspirait, c'est de jouer au hockey. C'était pas vraiment un joueur. Je regardais le Canadien. Moi, je jouais pour MMG. J'ai joué pour MMG quasiment jusqu'à 17-18 ans. Là, où mon but, c'était pas de jouer dans la Ligue nationale. C'était juste jouer au hockey, parce que c'est le fun. Puis j'étais avec les boys, puis tout ça. Fait d'essayer de regarder la Ligue nationale, puis moi, je veux être comme lui, c'était moins ça. J'étais reparti de 18, 19, 20. Là, tu te mets, évidemment, là, t'es repêché. Tu n'as pas le choix d'aspirer. Tu te dis, regarde, là, je vais y aller, là, je vais me donner une chance. Puis le gars auquel je m'identifiais le plus, dans mon style de jeu, c'était peut-être lui. Je venais de finir quand même 2 bonnes saisons junior. J'ai eu 40, 74 points. J'étais physique. J'étais un gars qui est capable de frapper au centre de la glace, qui avait un synchronisme inné. Je l'avais dans moi. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé. Je suis chanceux. J'avais un talent là-dedans. J'étais capable de me timer puis de synchroniser ça, de frapper un gars dans le centre qui est pas au milieu, puis tout ça. Fait c'est le gars avec lequel je m'identifiais le plus. Puis, il y a Josh Georges qui veut juste dire que lui... Ouais, mais qui se mettent en ligne parce qu'il y en a bien d'autres aussi. puis tu sais, c'est ça. Fait que moi, je me suis comme fait un vilain plaisir à le regarder, tout ça. Puis les premières fois que j'ai joué contre, je me ramassais sur le banc. On jouait contre lui dans le game, mais quand il était sur la glace, j'étais sur le banc, je regardais lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il jouait, dans la situation. Puis là, OK, c'était à mon tour. OK, là, je vais revenir. Je vais jouer ma présence. Je vais revenir la regarder après. C'était weird, un drôle de feeling, mais c'est un gars qui vraiment m'a inspiré dans le sens que, un gars dans mon style, lui, il avait du talent, là, moi, je n'avais moins, mais dans notre style de jeu qui était physique, tout ça, qu'on était capable d'avoir un impact majeur quand même dans un match dans la Ligue nationale. Sans marquer des buts, sans faire des feintes spectaculaires, en étant dominant dans une facette du jeu qui, pour nous autres, était du jeu physique. Puis en bout de ligne, on ne se comptera pas de mentir, c'est ça qui m'a permis de jouer dans la Ligue nationale. Des bons joueurs de hockey, il y en a partout. Il y en a partout sur la planète. Il y en a dans la Ligue américaine, il y en a dans le KHL, il y en a en Europe. Ce que ça prend pour jouer dans la Ligue nationale, je pense, c'est une qualité dominante. Un joueur qui est bon partout. Ça fait Charles Hudon. Exact. Il va peut-être jouer, mais il ne restera pas. Mais souvent, ils ne passent pas. Ils vont jouer dans l'Union américaine. Des bons gars, des joueurs de talent, il y en a partout. Mais des gars qui sont des snipers de 40 buts, il n'y en a pas beaucoup. Des gars qui sont des snipers de 20 buts, il n'y en a pas beaucoup. Des gars qui sont physiques, il n'y en a pas beaucoup. Des gars plus vite, dans les 0.01% dans la Ligue nationale ou au monde, il y en a juste 0.01% de tous les joueurs de hockey. Tu comprends ce que je veux dire? Ça prend un attribut, quelque chose qui te ressort du lot, puis moi, c'était ça. Fait que cette qualité-là, pour moi, je me voyais beaucoup dans Scott Stevens. Je m'inspirais beaucoup de sa façon de jouer là-dedans. Puis c'est ce qui... j'ai pas nécessairement pris de trucs, mais ça m'a motivé à continuer de jouer de cette façon-là. Puis pas nécessairement essayer de devenir d'autres choses que j'étais pas ou d'améliorer juste mes faiblesses au lieu de prioriser. C'est le 80-20. Faut que tu mettes 80% de ton temps sur 20% de tes forces. Tu comprends? Je veux dire, de tes meilleures forces, parce que c'est ça qui va te permettre de sortir du lot. Puis pour les plus jeunes comme nous, à qui tu pourrais le comparer, un joueur actuel? Tu peux-tu le comparer à un joueur actuel? Le comparer. Mon Dieu. Des gars de même, il y en a plus. Il y en a. Ouais, c'est ça. Le plus proche là, qu'on pourrait voir, je te dirais, ça serait l'insulter. Mettons, au côté physique, là, dans les 2, 3, 4 dernières années, peut-être, là, tu dirais, c'est un Emeline
qui joue sa première paire, qui est capable de jouer sur son Ouais, premier c'est pied, ça. premier Ouais, power play. Mais je te parle de l'aspect physique, là. Mais moi, j'en ai peut-être Mais- un Cronwall. Ouais, OK. Je pensais pas que vous étiez assez vieux pour Moi, je t'ai vu vous jouer. souvenir de là. lui. Ouais, je comprends. Mais tu l'as vu jouer, mais Mais t'avais il est 6 plus ans. Tu te jeune. souviens pas toutes des niaiseries que je faisais. Mais Cronwall, oui, c'est un gars qui intimidait, qui faisait mal, frappait fort. Nicolas Cronwall à Détroit. Il jouait-tu à la conquête de 2007? Oui, c'est sûr que oui. Bon, je l'ai 2007, vu c'est jouer, vrai, mais... c'est il devait 2008, être jeune. 2008, Ouais. ouais. Ouais, Non, il devait être jeune. jouait. Ouais. Puis genre, quand il Ouais. frappait le monde, il disait Ouais. tu te faisais Cronwald. Ah, Puis là, il pinchait, lui, son grosse affaire, c'est qu'il pinchait à la ligne bleue offensive souvent, là, puis il pognait les gars-là. Mais tu sais, ça, c'est un bon comparable, mais tu sais, mets ces gars-là, puis mets-en en plus. Tu sais, là, il n'y en a plus des gars de même aujourd'hui. Tu sais, il frappait, il avait le timing, puis c'était un mur, c'était une roche, ce gars-là. Là. Tu sais, il était solide. Les gars n'avaient peur. Je te le dis littéralement, là, les gars avaient peur de lui. Dans le vestiaire, là, tu vois, là, son nom sur le tableau, puis les gars s'en parlaient, puis ils faisaient attention, puis tu voyais la peur dans les yeux des gars quand ils jouaient contre lui. Là. Tu dirais-tu qu'il ressemble un peu à Weber? Un peu, peut-être à la fin de sa carrière, tu sais, parce que... Ouais, peut-être un peu, mais Weber n'est pas capable de frapper dans le centre comme... ouais, c'est ça. C'est ce qu'il... Écoute, souviens-toi, là, il a frappé... Carrier, Shane Willis. Il a terminé des carrières, ce gars-là. Lindros, il fait. Il était ça à traque. Des highlights. Ah ouais, c'est fou. J'ai vu. Ouais. C'est ça. C'est un joueur, c'est ça qui est cool de lui. Ben, qui est cool, je sais pas si le cool était le bon mot, mais c'est que ça se fait comme plus. C'est un peu le dernier de sa génération. Ouais, puis tu sais, la ligne rouge a fait en sorte beaucoup aussi, la disparition de la ligne rouge a fait en sorte que il y en a de moins en moins. C'est de plus en plus difficile pour un défenseur de faire ça. Parce que le gap était important, dans le fond. Là, les attaquants ne pouvaient pas jamais... La fameuse passe de 2 lignes. Là, faisant en sorte que les défenseurs, on pouvait rester un peu plus avancés, notre gap plus proche. Fait que tu peux synchroniser tes mises en échec avec les passes, tes voyages venir, mais là, c'est que les équipes vraiment étirent les zones, ils partent à toute vitesse, puis ce qu'ils font, c'est qu'ils, plutôt que tu es en position de rondelle, les alliés partent en arrière des défenseurs pour les faire reculer, justement. Fait que le système a changé, la façon de jouer a changé, la vitesse a augmenté, fait que ça fait que ce style de jeu-là est beaucoup plus difficile à jouer. Mais tu penses-tu que tu pourrais le prendre puis le mettre aujourd'hui, puis il serait quand même performant? Oui, il serait performant, mais il ne frapperait pas les gars de la même façon. Mais il frapperait encore, il en frapperait juste moins, mais sur le bord des bandes, il serait encore un monstre. Il frapperait moins parce qu'il serait suspendu. Oui, bien ça aussi, c'est une autre affaire. T'sais. Moi aussi, je serais pas capable de jouer dans la ligue aujourd'hui. Je serais suspendu une game sur 2. Fait que c'est non, mais c'est comme ça. Les temps ont évolué, mais lui, il a assez de talent, lui, pour jouer dans la transition, puis défendre, puis protéger son herbe, puis défensif, il serait encore un des meilleurs défenseurs de la Ligue présentement aujourd'hui pour cet aspect de jeu-là. Ouais, toi, tu as déjà joué contre quelques fois. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir des confrontations avec lui? Non. Toi, tu devais avoir un certain ego d'être tough, puis lui aussi. Ouais. Ouais, non, mais on n'était pas souvent proches. Lui, en étant défenseur, moi aussi, il n'y a pas beaucoup de fois où on était confrontés à se frotter, à se battre ou n'importe quoi. Là, fait que ça n'a pas été... c'est pas arrivé, puis heureusement, parce que comme les autres, j'aurais eu peur. Oui, c'est ça. Mais ça me surprend vraiment que tu dis qu'il y avait des joueurs qui avaient peur. Ben oui. Mais est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des joueurs qui ont... Qu'est-ce que tu as à dire? Un gars comme Georges Larac, là, il y a des moments où il a eu peur. Il y a des toughs dans la ligue qui ont une crainte, il y a des gars qui ne dormaient pas la veille d'un match parce qu'ils savaient que... Puis des toughs, là. Mais que demain, là, je joue contre Georges Larac ou je joue contre Bob Probert, là, je sais, il faut que je me batte parce que je suis un tough, puis c'est ma job, puis là, ils ne dorment pas, puis c'est comme ils ont... Mais tu sais,
c'est une peur, c'est une adrénaline, c'est une crainte. Tu sais, un gars comme Scott Stevens, il était tough en tabarnouche. Tu sais, il te frappait, là, mais il te fait se battre et te faire mal aussi. Là. Mais il le faisait pas parce que justement, il courait pas après ça, puis les gars le savaient. Il s'est battu beaucoup plus jeune. Tu regardes ses minutes de punition, là, 150, 190, 200, d'après moi. Là. Tabarouette. 195, 201, 221, Bon, 283. c'est ça, tu vois. Fait que, tu sais, dans son jeune temps, c'est pas comme le junior majeur, il ne calcule pas les 10 minutes là, dans ce temps-là. C'est pas un 2, un 5 puis un 10. Là. Ça, c'est des 5. Là. Fait que, tu sais, des 5 puis des 2 puis des. Il y en a en tabarouette. Là. Mais, tu sais, c'était ça. Lui, il s'est fait un nom très tôt, puis son nom a circulé. Puis, même rendu à la fin, il y avait un certain respect de tout le monde. 113, toi, Denis, avec les Flames en 2003-2004, ouais, j'étais un gars tranquille, mais moi, j'étais pas un bagarreur. Un gars tranquille. Ouais, non, mais j'étais pas un bagarreur. Moi, j'étais un gars qui était physique, puis je me battais quand j'avais besoin, ou pour défendre quelqu'un, ou pour me défendre parce que je venais de frapper un joueur important de l'autre équipe, puis là, il y a quelqu'un qui venait à sa défense. Ça, c'est correct. Je me battais 3, 4, 5 fois par année, puis comme ça, mais moi, j'aimais pas ça, me battre. Je suis pas un gars qui aimait ça. Fait qu'il y en a qui aiment ça. Moi, j'aimais pas ça, mais je le faisais parce que ça faisait partie de ma job. Tu peux pas frapper comme je frappe puis dire que je me battrai jamais. C'était ça le code d'honneur dans le temps. Good. Fait qu'on va passer à nos petits segments habituels pour terminer. Isaïe, c'est bon? Le classique premier. Oui, donc le premier segment, ça s'appelle Épais au génie. C'est un segment qui va nous permettre de voir pour cette question-ci dans quelques mois si on est un épais ou un génie. Donc, on les note, Denis, fait que tu vas te faire pogner. Ouais, à moins que tu sois un génie. Oui, c'est ça. Donc, notre question pour toi, puis c'est dans un bout, c'est prématuré en masse. Quelle équipe remportera la Coupe Stanley l'an prochain? Aïe. Ah, c'est prématuré. Là, ouais. Ouais. Moi, je vais dire les Golden Knights. Oh, Vegas. avec Pietrangelo maintenant. Ouais. Hey, là, ouais. La fenêtre est ouverte. Il va y avoir du monde dans l'arena. Ça va être une arena qui est très difficile à jouer pour l'équipe adverse. Fait que je vais profiter de l'occasion pour dire aux autres. Là, on renouvelle. Qu'est-ce que tu as à dire, Denis? Je suis peut-être épais, là, mais ouais, on va voir. on le verra. Première fois qu'on va pouvoir la faire, la prédiction. Mais on dirait que c'est une prédiction au pif, là. Ouais. On peut. Moi, j'ai été chanceux. Je suis tombé du côté génie cette année avec Tampa Bay parce que j'avais été épais pendant 3 ans les années d'avant. Cette année, j'aimerais ça dire le Canadien, mais j'y crois pas. Pas encore. Mais ça s'en vient. Mais j'irais. Je trouve que Vegas, c'est vraiment un bon choix. Ça fait 2 ans que je les mets en finale. Isaïe, as-tu une idée, toi? Ça serait vraiment au pif. Ouais. J'ai pas assez suivi les contrats et tout. Pour vrai, là, est-ce qu'on peut croire un back-to-back? Hein? Oui, c'est ça, back-to-back Tampa ouais. Bay. Moi, mais ils ont des joueurs à échanger pour fitter en dessous du cap. Ouais. En tout cas, on fait un pif. On va faire un pif, là, il faut le faire. Ouais. OK. Moi, je dis Colorado. Moi, je vais dire back-to-back. OK, parfait. Tampa Bay, Colorado, Vegas. Colorado, c'est un très bon choix. Good. Sinon, aussi, on est curieux de savoir, ça va un peu, c'est notre segment actualité, en même temps un peu de épais au génie. Comment tu prévois la prochaine saison du Canadien? Moi, je suis optimiste. J'aime beaucoup les changements qui ont été apportés. Moi, je suis un de ceux qui croient que si on avait eu un gardien... en fait, l'absence de gardien de but auxiliaire à Carey Price au cours des 2 dernières saisons a possiblement coûté des places en séries éliminatoires. Ouais. Je pense que juste cette position-là, avoir eu un gars de confiance puis qui était capable de faire la job, là, de gagner au moins 50% de ses games, probablement que le Canadien aurait fait des séries au moins une de ces 2 années-là, puis surtout cette année, je pense. Fait qu'en ayant de Jake Allen là, déjà, ça va régler une bonne partie du problème, mais j'aime beaucoup les additions à l'attaque d'Anderson et Toffoli. Ça amène des buts. J'adore. Moi, Anderson, je tripe dessus. Je n'ai pas trippé dessus dans son année un but, 2 passes, là, parce qu'évidemment, il était blessé, mais la saison avant, 27 buts, là, je l'ai vu jouer à Montréal. Là, c'est une pièce d'homme. Il joue comme un homme. Il est dur à affronter. Il est vite. Il est capable de marquer des buts. Il est fatiguant. Moi, je pense qu'on va l'aimer beaucoup à Montréal. Puis
probablement mon coup de cœur à Montréal. Mais moi, je vois les Canadiens rentrer en série parce que je pense que Tampa va être moins bon à cause des gars qui vont être obligés de laisser aller. Je pense que Boston va être moins bon parce qu'ils ont perdu Krug, Chara vieilli, pas sûr qu'il va revenir. Les gars, je pense Krejci puis Marchand se sont fait opérer saison morte. Ils vont être en top shape pour venir la saison prochaine. Fait qu'ils seront pas meilleurs. T'sais, Toronto, j'ai encore mes doutes sur eux autres. Fait que, les Canadiens s'est assez amélioré pour dire je pense qu'ils vont être capables de rentrer dans le top 8 l'année prochaine. J'aime ce que tu dis parce que ça fait un super lien avec notre prochaine question du segment actualité parce que possiblement que ce ne sera même pas ces équipes-là qui vont affronter dans la division parce qu'au moment qu'on enregistre, il y a des rumeurs que ce serait une division toute canadienne. Est-ce que tu crois que le Canadien pourrait sortir de cette division-là? Ça va être tough. Ben, ça dépend combien d'équipes. S'il reste à avoir 5, tu pourrais potentiellement avoir 5 équipes canadiennes sur le lot, parce que si tu fais au lieu de 4-4, dépendamment de ton 7-8, ils vont être meilleurs qu'Ottawa. Ils vont se battre avec Toronto. Winnipeg, je pense qu'ils peuvent être meilleurs que Winnipeg. Calgary, Edmonton, je ne suis pas sûr. Vancouver, je ne suis pas sûr. Fait qu'ils pourraient rentrer 4-5, mettons, dans la division canadienne. Ça, je pense pas que ça les aide de jouer dans cette division-là, mais je pense qu'ils sont... Écoute, le Canadien est une bonne équipe. Honnêtement, là, présentement, elle n'est pas une grande équipe. Là. Mais, c'est une équipe qui manquait un morceau ou deux ou une blessure ou deux près qui les empêchaient. Puis, si tout le monde joue bien, ils sont meilleurs. Tu as Drouin qui n'a pas vu encore son plein potentiel. Je vous ai parlé du gardien auxiliaire qui ne faisait pas le job. Là, tu ajoutes Toffoli qui a une vingtaine de buts. Anderson, il est capable de marquer une vingtaine de buts en plus. Dans mes yeux, je faisais RDS. Edmondson à la défense. Romanov qui vient, lui, j'ai hâte de voir. Il va y avoir une période d'adaptation, mais moi, je pense qu'il y a un potentiel de 6 ou 7 marqueurs de 20 buts à l'attaque du Canadien cette année. Quand tu regardes Tatar, Gallagher, Suzuki, Toffoli, Anderson, Drouin, là, t'es rendu à 6, Keke va être capté. Là, c'est lui, peut-être le prochain, le 7e, là, je te dis, je ne sais pas, mais il pourrait. Fait que, même si tu en as 6 marqueurs de 20 buts dans ton club, il y a bonne chance que tu fasses les séries quand tu as Carey Price dans le net. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, c'est ça que je pense avec la division. Je pense que c'est un peu... dans une division qui reste comme celle qu'on a vécue dans les dernières années, le Canadien finira assurément pas dernier, mais finira assurément pas premier parce que je ne les crois pas encore à maturité de dépasser Tampa Bay, Boston. Mais dans une division canadienne, dans une super bonne saison, il pourrait autant terminer premier qu'une mauvaise saison terminer pas en bas d'Ottawa, mais parce qu'à un moment donné, il a faire pitié puis faire pitié. Exact. Mettons terminer avant-dernier. Mais on est mieux d'en profiter avec les sénateurs, parce que ça ne sera pas long, ils vont être pas pires, eux autres. Si on les coach bien puis on les gère bien, là, on est mieux d'en profiter pendant qu'ils sont en bas, parce qu'avant longtemps, ils vont monter. Segment découverte, Isaïe? Oui. Est-ce que tu as un jeune joueur que tu conseilles aux gens de surveiller? Un jeune joueur dans la Ligue junior majeure, même plus jeune? Un facile, m'a dit, moi, Dawson Mercer. Mais Dawson Mercer, qui est un premier choix à Jersey. Puis j'en profite pour en parler parce qu'il est resté 2 ans et demi chez nous dans le temps qu'on jouait avec les Voltigeurs. Oui, c'est ça. Il était pensionnaire chez nous. Je l'avais gardé. Puis c'est tout un jeune homme. Puis c'est un gars qui est bourré de talent. Il va jouer dans la Ligue nationale. Je suis convaincu. La seule chose que je ne sais pas de lui, c'est où son potentiel va s'arrêter. Okay. Il est bon, il a du talent. Puis, tu sais, c'est un gars de Terre-Neuve Terre-Neuve, le hockey est un peu, je ne veux pas dire déficient, là, mais tu sais, le développement hockey est un peu en arrière de bien d'autres places. Puis, tu sais, être si bon avec le développement qu'il y a eu, c'est là, maintenant, depuis une couple d'années, tu as la vraie affaire pour comment développer un joueur de hockey, tu as la rigueur, tu as jouer junior, il a joué à Team Canada à 18 ans. C'est fou, là, son plafond, là, tu ne sais pas ça va s'arrêter où. Là. Moi, je suis convaincu 100% qu'il va jouer dans la Ligue nationale et qu'il va devenir un bon joueur dans la Ligue. OK, bien, à surveiller. Dawson, qui est late, comme toi aussi. Exact. Bon, Isaïe, dernier segment controversé. Vas-y avec la première, je vais finir avec la deuxième. Je suis vraiment intéressé de savoir...
c'est dans le segment controversé, mais c'est controversé peut-être dans ta pensée. Selon toi, est-ce que tu es un meilleur joueur de hockey ou un meilleur coach ou un meilleur analyste? Écoute, je serais fou de te dire que ça serait pas un joueur de hockey. J'ai joué dans la Ligue nationale. Fait que, à un certain moment donné, je faisais partie de la ligue où il y avait les 700 meilleurs joueurs de hockey sur la planète du monde. Fait que je me considère pas un des 700 plus talentueux, loin de là, mais j'ai joué dans cette ligue-là. Fait que, je te dirais joueur de hockey. Coach, je pense que je serais un excellent entraîneur adjoint. Okay. Ma femme m'a dit que je serais un excellent coach en chef, mais il me manque quelque chose, je pense. En voyant tout ce que ça prend, comment les entraîneurs-chefs réagissent, là, j'aimerais ça, mais je ne suis pas sûr que je serais capable de percer, mais je serais très bon. Parce que ma relation avec les gens, j'aime m'enseigner, j'aime parler avec les gars, j'aime lui montrer, partager mes expériences. Fait que, j'aime ce que je fais avec les Vultures, mais je le fais à temps partiel. Je ne suis pas là à temps plein. Mais ce que je fais avec eux, j'adore. Puis en frais d'analyse, mais je suis encore en apprentissage. J'ai pas étudié là-dedans. Je pose beaucoup de questions. J'ai réussi à développer mon créneau, mon personnage, ma façon de jaser, le genre de discours que je tiens. Puis, ça m'a amené de être de temps en temps RDS Info puis à l'antichambre à être sur le panel du Canadien. Fait que, là aussi, je considère que ma progression a été bonne. Ouais. Puis que c'est pas parfait, mais je m'amuse à faire ce que je fais. Puis je suis encore passionné du hockey aujourd'hui. C'est revenu. Ça, puis... être analyste, là, lui à côté de Pierre Route, non, je déteste ça. Ah ouais. Je l'ai fait, ça. Ouais, ça, il y en a qui sont vite d'esprit, que ça sort vite. Ah non, moi, je suis pas assez vite d'esprit. Moi, j'analyse bien, mais quand, moi, je viens, des fois, parce que, quand tu parles, tes livraisons, ils te parlent dans les oreilles, hein. Fait que, faut que tu écoutes puis tu parles en même temps. Là. Fait que, des fois, là, il dit, OK, on s'en vient à reprise pendant que tu parles de telle affaire. Faut que tu comprennes ce qu'il dit. En tout cas, c'est une drôle d'affaire. C'est le fun, là, c'est de l'adrénaline, mais j'en ai fait des matchs avec Michel Lacroix, avec Denis Casavant, avec des vrais professionnels. Là. Les autres, c'est la crème de la crème pour moi. Là, j'ai pas fait avec Pierre Roud, qui pour moi est le meilleur au Québec, là, mais avec Félix Seguin aussi, quand RDS avait les matchs, puis c'est beaucoup de préparation, puis pas que j'aime pas travailler pour me préparer, mais on dirait que c'est juste pas fait pour moi. C'est juste, faut que tu parles quand il te laisse le trou. Il arrête de parler, il faut que tu saches qu'il arrête de parler, puis que tu rentres dans le trou. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Fait que, il y a comme une chimie qu'il faut qu'il se crée entre les deux, tout ça, mais moi, j'aime regarder une game, l'analyser, je prends des notes, puis après ça, on en parle. Ça, pour moi, parler à mon rythme, parler de discours, de choses qui me passionnent, de ce que j'ai vu, ça, j'aime bien. Mais c'est encore en progression. Dernière question. T'en as parlé un peu. Je suis vraiment curieux de savoir ton opinion là-dessus. Ça a fait les manchettes dans les dernières semaines. Je suis convaincu que tu me vois venir. Est-ce que tu es pour ou contre l'abolition des bagarres? Je te dirais de plus en plus pour. Ça a pris un certain temps avant d'arriver à cette réalisation-là. Je ne serais pas contre en laisser. Puis je suis content qu'il y ait des restrictions, que les nouvelles règles, après 3 bagarres, tu as une suspension, puis tu as une suspension après chaque bagarre subséquente après. Ça, c'est un bon pas vers l'avant. Je comprends, c'est des enfants 16, 17, 18 ans qui se battent avec des 18, 19, 20 ans parfois. C'est dangereux. Avec tout ce qu'on sait que les commotions cérébrales, il y a eu de l'avancement là-dedans, la mentalité a changé, je le comprends. Puis de toute façon, là, il n'y en a plus beaucoup de bagarres. À la base, là, je pense que les Vultures, l'année passée, là, c'est 4 ou 5 bagarres dans la saison complète. Là, c'est vraiment en diminution. Mais on peut-tu en arriver à 0, à 1, à 2? Oui, on peut en arriver là. Puis je comprends le pourquoi qu'on le fait. Puis maintenant que j'ai un fils qui joue là aussi, puis qui a eu sa première bagarre cette année, j'étais pas mal moins nerveux que maman. Maman, elle aime pas ça. Moi, je sais c'est quoi. Tu comprends? Mais c'est important comme société, il faut avancer. Il faut comprendre que c'est des jeunes de 16 ans qui ont le potentiel de se battre contre un 20 ans, ne sont pas à la même place dans leur maturité physique, dans leur développement. Puis c'est tough. Fait que je pense qu'on va en venir là bientôt.
C'est-tu dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Ça va finir qu'il n'y en aura plus à un certain moment donné. C'est en train de s'éliminer par soi-même, mais j'ai encore mon petit côté un peu old school qui me dit que tant aussi longtemps que les arbitres ne contrôleront pas leurs matchs ou tous les matchs comme il faut, on va être obligé d'en avoir. Okay. Si l'arbitre fait le travail puis que tu punisses les gestes, chaque geste qui sont violents, disgracieux, cochons, sournois, puis qui ont des conséquences qui sont importantes là, en frais de pénalité, soit en minutes ou en nombre de matchs de suspension, pour essayer d'empêcher les joueurs de faire ces gestes-là, ça garde une certaine peur de certains gars de faire ces gestes-là. Que la bagarre soit là, que je parle. Là. Fait que, il y en a qui s'empêchent de faire des niaiseries sur la glace parce qu'ils savent que des fois, il y a un prépayé puis il faut que tu répondes à l'appel. Il y en a d'autres que ça ne les dérange pas. Mais en tout cas, cela dit, pas de bagarre puis les arbitres font le travail, on est correct. Ton opinion, es-tu la même sur les bagarres dans la Ligue nationale? Elle est la même au point de vue qu'il faut que les arbitres appellent les bonnes pénalités. Mais peut-être que tu peux réglementer les bagarres au nombre peut-être ajouter des pénalités ou des suspensions, mais c'est des hommes. Les hommes sont assez vieux pour prendre leurs propres décisions. Puis, je pense que le rendu là, c'est l'image que tu projettes à la société, je pense, puis aux jeunes, tout ça, que tu veux pas que ça se détériore. Là, tu veux pas Mais tant aussi longtemps que les arbitres nationaux vont être inconstants, pour moi, la bagarre va avoir sa place. Mais tu sais, c'est drôle parce que ma femme, elle me dit toujours, elle me dit, tu sais, des combats UFC, les gars sont obligés de mettre des gants. Tu sais, ils sont payés pour se battre. Mais dans le national, on va te donner 5 minutes dans une boîte pour te battre à main nue. Ouais. Ça se tient pas, là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça. Fait que c'est toujours de balancer le pour et le contre. Il y a beaucoup plus de contre que de pour. Mais le danger aussi des coups sournois dans la Ligue nationale est présent et là. J'ai fait partie de certains de ces coups-là, malheureusement, mais la game était ce qu'elle était à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est pas mal moins là. Fait que c'est ça. Je vais arrêter de rattater. Mais justement, on va arrêter celle-là, Denis. C'est bon. Un énorme merci pour vrai. Là. Moi, j'ai carrément adoré ça. Là. Toi, Isaïe? Moi aussi. Puis, tu sais, moi, je te connais, tu sais, puis on habite les deux à Saint-Charles. Je te croise, mettons, je sais pas, là, dans la rue ou peu importe, à l'épicerie. Ouais. Tu me connais pas, mais moi, je te connais, puis c'est hâte d'en savoir plus sur toi. Puis c'est vraiment un honneur que tu sois venu à Inspiration aujourd'hui. C'est le bon mot, c'est un honneur. Ah, mais ça me fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Puis je suis content d'avoir fait ça avec vous autres, d'avoir aidé à la 20e, un chiffron. Yes. Hein? Ça a été bien correct. Fait que bonne chance dans vos prochains podcasts, vos succès. Puis je vous souhaite le meilleur là-dedans. Puis nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Le retour du hockey. Moi, je veux voir du hockey. Je m'ennuie de voir mes enfants jouer. Le junior est arrêté. Midget 3, que mon autre fils est arrêté. Mon travail, on n'a pas de hockey analysé présentement. Fait que c'est tough, mais surtout aussi la santé de tout le monde. Je pense que tout le monde... Je souhaite que les gens pensent aux conséquences de leurs gestes et de ce qu'ils disent et ce qu'ils font présentement parce qu'ils retardent le groupe. Il y en a plusieurs qui retardent le groupe, puis ça me fait suer plus que d'autres choses. Fait qu'il y a des jeunes, puis il y a des gens qui payent avec leur santé financière, d'autres, c'est la santé mentale, parce qu'il y a certaines personnes qui sont un peu trop égoïstes pour comprendre ce qui se passe présentement. Puis, je comprends pas que là, ça devient politique, là, mais je comprends pas. La critique sociale, c'est d'inspiration. Non, mais c'est ça, mais qu'il y a 1400 cas au Canada, mais qu'on en a 1000 au Québec. Ouais. Là, on est plus nono que la section épais ou génie, là? On est-tu dans la catégorie. On est-tu dans la catégorie des épais, nous autres, au Québec? Ou parce qu'on contrôle. Tu comprends? Fait il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement. Là, fait que juste prendre le temps, restez chez vous, lavez-vous les mains, mettez le masque, puis dites arrêtez de chialer. On va le faire, on va passer au travers. Puis tout le monde, après ça, pourra continuer à venir à jouer au hockey, puis à travailler, puis aller au resto. Ben, si Denis l'a dit. On va le faire. Écoutez, parce que sinon, allez voir Josh Georges. Lui, il a compris qu'il fallait écouter. C'est bon, guys. Good. Donc, avant de terminer, on remercie encore tous nos commanditaires qui ont été là depuis le début. Le Restaurant Le Canadien. Merci à Laurent. Merci à Carl Patry du Centre du Pneu Patry. Merci à Drummond Music, tout le groupe. Isaïe, tu les connais plus. Si tu veux Maximilien, David, qui nous ont beaucoup aidés à monter notre setup.
Merci à eux, à Marc aussi. Yes, puis merci à Martin Tourini de nous fournir aujourd'hui ses locaux pour le podcast. On veut vous remercier, le public d'Inspiration. Pour vrai, on vit un rêve là, pour nous. Ça n'a pas de l'air de ça, mais nous, c'est un rêve de kid là, de parler à Denis Gauthier pendant 1 heure. Donc, au nom de tous les rédacteurs du plan de match d'Inspiration, au nom de Ariane, notre VP Marketing, au nom de Kevin, notre rédacteur en chef, au nom d'Isaïe et le mien, on vous dit un énorme merci de nous écouter depuis 20 épisodes. C'est complètement fou. On ne sait pas quand que ça va arrêter, mais on ne veut pas le savoir. Puis on va continuer tant qu'il y a au moins ma grand-mère Ginette qui nous écoute. Et Ghislaine. Et Ghislaine, Ouais. exactement. Salut Ginette et Ghislaine. Salut à vous autres. C'est ça. Donc, encore une fois, allez nous suivre sur toutes les plateformes. On est partout, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, toutes les plateformes de streaming, iTunes, Spotify, Stitcher, Google Play, en tout cas. Tout ça. Tout ça. Merci, merci de nous suivre. Donc, Isaïe, pour une 20e fois, merci d'être là. Puis, on se dit à dans 2 semaines pour la 21e édition de Inspiration. Merci, Denis. Ciao. Merci, boys. Ciao.